des gens qui sont beaucoup plus bêtes que vous gagnent des millions. C'est terriblement vrai. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas et surtout comment vous pouvez rejoindre le camp de ceux qui gagnent beaucoup d'argent au lieu de continuer à vous faire dépasser. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler d'une petite théorie que j'ai développée en regardant les vidéos sur YouTube au cours des dernières semaines. J'ai l'impression que ce qui est devenu le plus important sur YouTube, c'est plus le titre, la miniature ou l'editing, mais plutôt le fond, la qualité, la valeur qui est apportée à l'intérieur d'une vidéo. J'ai donc eu envie de tester un petit test. Je vais faire cette vidéo sans coupure, sans montage, sans miniature originale ou titre manipulateur pour faire cliquer. Je vais essayer d'apporter un maximum de valeur en partageant les choses que j'ai apprises au cours des derniers mois qui m'ont vraiment apporté le plus de valeur. Et je vais le faire de manière transparente, sans tournure de phrases flash et intonation de youtubeur. Et on va voir. On va voir si mon intuition est correcte et qu'il existe pas mal de personnes qui ont envie d'un retour aux sources, de vidéos comme ça où on parle simplement et où le but c'est simplement de donner des informations de qualité et pas de faire un truc qui maximise le taux d'attention, les transitions, les clics et les images putaclic. Du coup, je me suis posé, j'ai vraiment pris le temps d'écrire plein de trucs que j'ai appris et avant de commencer à vous expliquer exactement quelles sont ces choses-là qui peuvent vous permettre de gagner beaucoup d'argent, eh bien, j'ai envie de vous raconter une toute petite anecdote. Et cette anecdote, elle va mettre en avant pourquoi il existe réellement des gens plus bêtes que vous, qui gagnent énormément d'argent, et comment vous pouvez y remédier. Ma deuxième année dans le business, j'étais à Harvard. J'avais réussi à être accepté à Harvard, et du coup, je côtoyais certaines des personnes les plus intelligentes de mon âge. Harvard, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est littéralement la meilleure université au monde. Il y a de nombreux présidents qui sont sortis de là-bas, des prix Nobel, les meilleurs entrepreneurs. Je me souviens, quand j'y étais, il y avait la fille d'Obama qui était dans la classe d'à côté. Et donc, je côtoyais des mecs super smart. Vraiment, certaines des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées. Il y en avait qui étaient un petit peu moins intelligents, mais ils avaient tous une particularité. C'était soit très ambitieux, soit très bon en networking, soit très créatif. Bref, que des personnes exceptionnelles. Et puis, pendant un week-end, j'ai été faire un mastermind. Un mastermind, c'est une réunion d'entrepreneurs qui ont un certain niveau et qui se donnent rendez-vous afin d'échanger, partager des apprentissages. En général, il y a un organisateur du mastermind, donc qui est vraiment un entrepreneur haut niveau, qui vient et qui présente certaines informations. On peut lui poser des questions, etc. C'était le mastermind de Sam Ovens. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il a aujourd'hui lancé Skool, une plateforme pour héberger les formations et les communautés qui est valorisée à plusieurs dizaines de millions. Et il donnait des conseils. Je me pointe là-bas à l'époque, j'ai même pas de barbe, j'ai 22 ans, quelque chose comme ça. Je suis pas encore millionnaire, mais je gagne quand même pas mal d'argent avec mes business. Et je me pointe. Et là, je rencontre, je crois qu'on était une quarantaine de personnes au mastermind. Il y avait quand même des grands noms. Donc, il y avait Alex Baker qui était là, peut-être que vous connaissez, qui a vendu un de ses logiciels pour plus de 100 millions il y a 2 ans, là, ou l'année passée. Il y avait Iman Gadzhi aussi, qui à l'époque était peut-être même pas majeur, et voilà, qui n'avait pas du tout le succès qu'il a aujourd'hui. Et il a vraiment explosé sur les 2 dernières années. Et on s'est rencontrés là, ça fait depuis un moment qu'on se connaît. Et en dehors de ça, il n'y a aucune personne que j'ai revue, que ce soit personnellement ou en ligne. Et il y avait énormément de personnes qui étaient bien moins impressionnantes que Iman ou Alex Baker. J'ai rencontré des gens qui étaient tout à fait normaux, peut-être même moins que normaux. Je me souviens de quelques personnes qui, pendant ce mastermind, faisaient que de poser des questions, j'ai pas envie de dire bêtes, mais c'était des questions bêtes. Il demandait littéralement à Sam Ovens de répéter un truc qu'il avait déjà dit. Sam essayait d'expliquer des trucs basiques, il ne comprenait pas. Et du coup, au bout de quelques heures, pendant les premières heures de ce mastermind, je me dis, mais attends, les mecs là, ils sont venus au mastermind, ils ont dépensé 25 000 $, parce que c'était 25 000 $ le prix de ce mastermind, et ils n'arrivent pas à comprendre des trucs ultra basiques dans le business. Je me souviens que un des membres, justement, n'arrivait pas à comprendre que
ce qui était important dans un business, c'était le bénéfice ou les cash flows. Le mec perdait de l'argent tous les mois parce qu'il dépensait trop d'argent en publicité. Et Sam essayait de lui expliquer, ce que tu dois optimiser, c'est pas ton chiffre d'affaires, mais c'est ton bénéfice. Et le mec ne comprenait pas. Et plein d'exemples similaires. Et donc je me suis dit, putain, il y a vraiment des mecs qui se sont fait arnaquer, ils sont venus, ils ont payé 25 000 $, ils ont dû s'endetter pour venir ici, parce qu'il n'y a aucune chance que leur business fonctionne au point que ce soit raisonnable pour eux de payer ce genre de montant. Et ça m'a même un petit peu énervé parce que la promesse, en fait, quand on allait à ce mastermind, c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs qui étaient à notre niveau, etc., pouvoir faire des connexions, même rencontrer des gens qui étaient au-dessus de nous et qui pourraient nous apprendre des choses. Et donc, à la première pause, je vais un petit peu comme ça discuter et voilà, je commence à discuter et je vois de nouveau qu'ils sont pas brillants, la plupart des mecs qui sont là. Et après, au bout d'un moment, il y en a un, il dit les chiffres qu'il fait avec son business. Un deuxième, un troisième. Et en fait, je me rends compte que les mecs qui sont autour de moi, qui posaient des questions qui étaient vraiment pas top et qui avaient pas des bases fondamentales du business, ils étaient en train de faire des millions par an. Le mec qui connaissait pas la différence entre bénéfice et chiffre d'affaires, le mois passé, en effet, il avait perdu de l'argent parce qu'il avait mal géré ses ads, mais sur l'année passée, il avait fait plus d'1 million de bénéfices. Il avait plus d'1 million sur son compte en banque. Ça faisait même pas 2 ans qu'il était dans le business. Et là, j'étais choqué. La première réflexion que je me suis fait, c'est que en fait, ils avaient eu de la chance. Ils ont eu de la chance, ok, ils sont tombés sur un bon filon, ils ont fait n'importe quoi, ils ont gagné de l'argent quand même. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai réalisé que c'était pas du tout le cas. Ils n'avaient pas eu de chance parce que ces mecs-là, je suis convaincu qu'ils ont continué à gagner de l'argent parce que dans la suite de mon parcours, j'ai rencontré des tonnes d'entrepreneurs comme ça où de premier abord, on se dit, ce mec-là, il est vraiment pas brillant, c'est pas normal qu'il gagne autant d'argent. Et en fait, c'est une erreur de penser comme ça. Et c'est une erreur qu'on fait parce qu'on juge les gens à travers le prisme des études. Et c'est l'erreur que j'ai répertoriée. Je me suis dit, ce mec-là, il a peut-être pas une capacité d'analyse phénoménale. Il n'a pas une capacité, une mémoire incroyable ou une culture générale extraordinaire. Mais il a d'autres qualités. Et c'est ces qualités-là qui sont réellement importantes pour réussir dans le business. Mais ces qualités-là, on en entend très peu parler. On a l'impression que pour réussir dans le business, il faut être quelqu'un d'intelligent, entre guillemets. Et intelligent, ça veut rien dire au final. Mais par intelligent, en général, on sous-entend être bon à l'école ou avoir les qualités qu'il faut pour être bon à l'école. Et en général, c'est pas les meilleurs à l'école qui réussissent dans le business. On n'a qu'à regarder la liste Forbes des milliardaires. Il y en a très peu qui ont fini leurs études sur cette liste. Il y a énormément d'entrepreneurs qui galéraient à l'école et qui ont super bien réussi dans le business. Et le pire, c'est l'inverse. C'est le nombre de personnes qui étaient extrêmement douées dans les études et qui n'ont jamais lancé un business à succès. Et ça, je l'ai réalisé quand je suis retourné à Harvard. J'ai fini mon mastermind, je rentre à Harvard. Et là, moi, j'ai essayé de convaincre mes flatmates et la plupart des mecs qui étaient en échange là-bas avec moi de lancer eux aussi un business. Et tous ont refusé. Parce qu'ils pensaient que ça ne fonctionnait pas. Ils se sont trouvés plusieurs excuses, ils ont procrastiné, ou même, il y en a un qui a essayé, qui a plus ou moins réussi, et un autre qui a essayé et qui n'a pas réussi. Donc il y a des mecs qui ont été capables d'être pris à Harvard, mais qui n'arrivaient pas à répliquer le succès du mec qui ne comprend pas la différence entre le bénéfice et le chiffre d'affaires. Et à qui on doit répéter 5 fois la même chose, parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce que Sam Evans lui disait pendant le mastermind. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai été obsédé par découvrir quelles sont ces vraies compétences, ces facteurs qui font la différence entre ceux qui deviennent extrêmement riches et ceux qui ne gagnent pas spécialement beaucoup d'argent. Ce mastermind, c'est une leçon qui m'a suivi toute ma vie. Et ça m'a fondamentalement appris 2 choses. La première, c'est qu'il y a des gens plus bêtes, plus fainéants et moins talentueux que vous qui gagnent des millions. Et que c'est le cas parce qu'ils ont compris un petit nombre de choses que vous n'avez pas compris. Et donc, je me suis mis en tête de trouver ces choses-là et je vais vous faire une petite liste juste maintenant. Mais cette liste, elle sert à rien si vous ne comprenez pas le message fondamental derrière cette vidéo qui est que pour réussir,
Il ne faut pas faire des trucs hors du commun. Il faut juste maîtriser les bases. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Il faut juste maîtriser les bases. Il n'y a pas besoin d'être ultra intelligent. Il faut juste maîtriser les bases. Il n'y a pas besoin d'être né dans une famille riche. Il faut juste maîtriser les bases. Il n'y a pas besoin d'avoir une information que personne d'autre a. Il faut juste maîtriser les bases. Michael Jordan a répété des dizaines de fois dans les interviews que son succès était lié au fait qu'il maîtrisait les bases. Il s'entraînait et il se réentraînait à faire les mêmes actions plein de fois. Il n'apprenait pas à faire des dribbles ultra compliqués et à mettre des tirs depuis 50 mètres. Non, il voulait juste avoir un bon jump shot, un bon lay-up, un bon crossover. Il maîtrisait les bases à la perfection et c'est pour ça que c'est le meilleur joueur de basket de tous les temps. Bruce Lee a répété « J'ai pas peur du mec qui connaît 1000 coups de pied différents, j'ai peur du mec qui s'est entraîné 1000 fois à faire le même coup de pied. » Dans le business, vous n'avez pas besoin d'avoir une information que personne d'autre a. Et malheureusement, beaucoup de personnes sur YouTube recherchent cette information, recherchent les secrets pour devenir millionnaire, les nouvelles tendances, blablabla. Tous ces trucs, c'est cool. Mais en réalité, ce qui va vous faire réussir ou échouer, c'est si vous maîtrisez les bases. Et les bases, c'est des trucs qui, des fois, quand on les dit, elles ont l'air logiques, elles ont l'air évidentes. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens ne les appliquent pas, ne les mettent pas en place. Et si vous voulez vraiment réussir, il faut se concentrer dessus. Du coup, première base, si vous deviez trouver une caractéristique qui peut vous permettre de dépasser tout le monde, ce serait quoi? Intelligence? Non. Éthique de travail? Non. Capacité à faire du marketing? Non. Persuasion? Non. Leadership? Non. Capital de départ? Non. S'il y a bien une compétence qui peut vous permettre de dépasser tout le monde, peu importe votre point de départ, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi? C'est la capacité à acquérir de nouvelles informations et transformer ces informations en actions. Et malheureusement, il y a très peu de personnes qui savent apprendre. Même moi, jusqu'à quelques mois, j'étais une pive en apprentissage. Et aujourd'hui, je pense que je suis peut-être à 20% de ce que je devrais être. Et malheureusement, c'était le cas pour moi, parce que quand j'ai réussi à avoir du succès dans le business, j'ai oublié les putains de bases. Quand j'étais même pas millionnaire, je dépensais 25 000 balles pour me former, pour aller justement à ce mastermind dont j'ai parlé au début de la vidéo. Et là, ça faisait quelques années que j'avais, je pense que si on regarde les années précédentes, j'ai dépensé moins de 25 000 balles. Donc en fait, j'avais compris que je devais investir dans mon apprentissage quand j'avais 22 ans, mais à 27 ans, je l'avais oublié. Je m'étais mis à faire des dribbles compliqués au lieu d'entraîner les bases. Ça paraît logique, mais si quelqu'un d'obsédé par la réussite dans le business, le développement personnel, etc., comme moi, arrive à faire l'erreur, c'est qu'il y a plein de gens qui font cette erreur. Votre capacité à apprendre, c'est la chose la plus importante pour votre succès. Et en général, quand on dit ça, tout le monde est d'accord. Mais ensuite, quand on fait l'étape supplémentaire du raisonnement, là, il y a un bug. Vous êtes probablement d'accord que l'apprentissage, c'est le plus important pour vous, pour réussir. Qu'est-ce que vous mettez en place pour apprendre dans votre vie? Est-ce que réellement, dans vos actions, l'apprentissage, c'est le plus important pour vous? Et là, en général, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se dire, pour le moment, en regardant la vidéo, oui, mais moi, je regarde des vidéos sur YouTube. La preuve, regarde, je suis en train de regarder cette vidéo. Oui, mais regarde, moi, je lis des livres. Oui, mais regarde, moi, je vais à des conférences. Ouais, le problème, c'est que lire des livres, regarder des vidéos sur YouTube, aller à des conférences, c'est s'informer. C'est pas apprendre. Rappelez-vous, apprendre, c'est transformer les informations en changement de comportement. Et en général, le lien, là, il est cassé chez la plupart des gens. Si je vous demande de me lister les 10 dernières vidéos de développement personnel ou de business que vous avez regardées ou les 10 derniers livres que vous avez lus, vous pouvez probablement le faire. Si je vous demande maintenant de lister les changements d'action que ça a provoqué dans votre vie, point. Et je le sais parce que j'ai fait la même connerie. J'ai lu des centaines de livres, les amis, mais jusqu'il y a quelques mois, j'avais aucun process, j'avais rien qui était mis en place dans ma vie pour transformer ce que j'apprenais dans les livres à des actions concrètes dans ma vie. Donc en fait, là, je peux vous réciter plein de concepts, c'est cool. Ils sont ceux que j'ai pas oubliés, le 10e que j'ai pas oublié, ils sont toujours dans ma tête. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ma vie? Pas tant que ça. Et c'est donc à partir de ce moment-là que j'ai été obsédé par améliorer ma capacité d'apprentissage. Et je vais vous partager quelques points que j'ai réalisés pendant ce processus. Premièrement, pour augmenter sa capacité d'apprentissage, il faut être quelqu'un de coachable. Être quelqu'un de coachable, c'est être quelqu'un qui va appliquer les conseils qu'on reçoit. Et ça, c'est possible
seulement si on applique 3 choses. La première, c'est une volonté de remettre en cause ses croyances. Parce qu'il y a 2 manières d'apprendre quelque chose. On peut apprendre quelque chose parce qu'on ne savait pas. Par exemple, si je vous dis la capitale du Japon, c'est Tokyo, et que vous ne le saviez pas, vous avez appris un truc. Ça, c'est la première manière d'apprendre, mais en général, dans le business, le développement personnel, etc., c'est pas comme ça qu'on apprend. On apprend plutôt avec une deuxième manière d'apprentissage, qui est de changer d'avis. Si par exemple, vous pensez que la capitale de la Suisse, c'était Genève, que je vous dis qu'en fait non, c'est Berne, vous avez aussi appris, vous n'avez pas appris parce que vous ne saviez pas ou vous n'avez aucune information par rapport à ça. En effet, vous croyiez que c'était Genève avant que je vous le dise. Vous avez appris parce que vous avez réalisé que vous pensiez quelque chose de faux. Malheureusement, pour réaliser qu'on pense quelque chose de faux, il faut admettre qu'on a tort. Et il y a très peu de personnes qui ont envie d'admettre qu'ils ont tort. Et c'est là où on bloque. Et on a tous l'impression que les autres font cette erreur-là. On a tous déjà discuté avec un pote qui refuse d'apprendre, qui refuse de changer d'avis alors qu'il a manifestement tort. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on est tous comme notre pote. Et que le problème, c'est que c'est très facile de voir quand les autres ont tort, mais c'est très difficile de voir quand on a tort. Et si c'était plus facile, on aurait changé d'avis, donc on ne pourrait pas avoir tort. Du coup, il faut être d'accord avec le fait qu'on a tort, être rationnel et vouloir avoir la volonté d'admettre ses erreurs et rechercher ses erreurs, ce qui n'est pas donné. Donc ça, c'est la première réalisation qu'il faut avoir, c'est de se dire « je peux apprendre uniquement si je remets en question mes croyances, si j'avoue que j'ai tort et si je suis d'accord de changer d'avis ». Et malheureusement, souvent, quand on a tort sur un point, ça va être contre-intuitif de faire confiance à la personne qui nous donne un conseil. Donc, il existe plusieurs frameworks, plusieurs manières de réfléchir que j'utilise pour le faire. Premièrement, quand je vois que beaucoup de personnes qui ont atteint quelque chose que je n'ai pas atteint, ou beaucoup de personnes que j'admire, ou beaucoup de personnes qui, selon moi, ont atteint le succès, pensent un truc qui est différent de ce que je pense, j'essaye de partir du principe qu'ils ont raison. Donc, je laisse de côté mes croyances préconçues pendant un moment et j'essaie de vivre pendant une semaine, pendant un mois, pendant une journée, comme s'ils avaient raison. Si c'est par rapport à une manière de penser, j'essaie justement de penser comme ça. Et si c'est par rapport à une action, j'essaie simplement de faire l'action. Des fois, il faut être OK pour faire des trucs qu'on pense qu'ils ne vont pas marcher, juste pour être sûr que ça ne va pas marcher. Exemple, si vous pensez que prendre une douche froide, c'est de la merde, ça ne sert à rien, et que vous voyez une vidéo d'un mec qui dit « prendre une douche froide, c'est bien », et que vous vous dites, il dit que de la merde, eh bien, de temps en temps, c'est bien de juste se dire, ok, il dit probablement de la merde, mais en même temps, le mec, je regarde ses vidéos et il a quand même fait des trucs stylés et il a quand même l'air d'avoir des avis qui sont pas trop cons sur d'autres trucs. Peut-être que, en fait, j'ai tort là-dessus et donc je vais essayer de prendre la douche et puis, au pire, je prends ma douche froide et je trouve que ça sert à rien toujours et je prends plus jamais de douche froide. Et au mieux, je prends la douche froide et je découvre que ça marche et donc j'améliore ma vie. Attention à pas juste essayer une seule fois les choses, en général, essayer d'essayer plusieurs fois. Essayer d'y mettre de la bonne volonté, parce que si on essaie à moitié, on ne peut pas vraiment apprendre. Et on va beaucoup plus progresser. Donc ça, c'est vraiment super important. Ce qui fait vraiment progresser, c'est quand on découvre quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on ne savait pas. Si on sait qu'on ne sait pas quelque chose, en général, on l'apprend. Si on sait que c'est important de savoir que la capitale de la Suisse, c'est Berne, on va aller regarder. Mais si on est convaincu que c'est Genève, on ne pense pas qu'on se trompe et qu'on ne connaît pas une capitale. Et c'est exactement la même chose dans l'apprentissage. Donc, il faut rechercher des gens qui ont des conseils à nous donner et ensuite, s'ils donnent un conseil avec lequel on n'est pas d'accord, le tester quand même. Ou en tout cas, essayer de comprendre pourquoi est-ce que peut-être on a tort sur ce point-là. Deuxième point, renforcer le lien entre information et apprentissage. Donc, avoir un process qui permet de transformer les informations en apprentissage. Par exemple, moi, quand je lis un livre, maintenant, je prends des notes sur mon téléphone. Moi, j'utilise Asana pour gérer mes to-do list, me mettre des tâches, etc. tous les jours. Et donc, en fait, quand je lis un livre, mon but, c'est pas de faire un résumé du livre, mais c'est de trouver des actions que je peux mettre en place. Donc, par exemple, je lis un livre, je sais pas, sur la prise de décision. Je vais pas me dire, ah oui, c'est intéressant de voir qu'il y a ce biais mental. Je vais créer une tâche dans mon Asana, prendre une décision et analyser si j'ai ce biais mental qui apparaît ou pas. Voilà, c'est un exemple de merde, mais je crée des actions, je crée des tâches à partir de ce que je lis dans mon livre. Même chose, vous savez peut-être, j'ai un fichier de tracking d'habitudes. Je traque toutes mes habitudes tous les jours et quand je lis un livre et que je me rends compte qu'il y a une habitude que je n'ai pas
que je dois implémenter, je la rajoute dans mon fichier et comme ça, je crée automatiquement de nouvelles habitudes. Ce que je vais faire aussi, c'est faire ce qu'on appelle du deliberate practice. Donc, je vais avoir un moment dans ma journée où je mets en pratique les choses que j'ai envie d'apprendre. Je raconte souvent l'histoire de quand j'ai appris à jongler. Je voulais faire footballeur professionnel quand j'étais plus jeune. Et en fait, il y avait des tests de sélection. Donc, en Suisse, on a la sélection, c'est plus ou moins l'équivalent d'aller dans un centre de formation. Et pour ces tests-là, eh bien, il fallait savoir jongler. Moi, j'étais très bon au foot à ce moment-là. Je pouvais dribbler tout le terrain, tirer dans la lucarne et tout, c'était bon. Mon entraîneur, il me disait, c'est bon, tu vas aller en sélection, c'est facile. Mais je savais pas jongler. Genre, j'arrivais à jongler peut-être 5, 7 jongles, mais je m'étais jamais entraîné à faire ça. Et donc, je panique. Et les jours d'avant les tests, je vais m'entraîner comme un malade plusieurs heures par jour et je fais que du jonglage. Et genre, en une semaine, j'ai appris à jongler et j'étais le meilleur jongleur de mon équipe parce que j'ai fait du deliberate practice. J'ai pas essayé d'apprendre à jongler en jouant au foot, j'ai essayé d'apprendre à jongler en jonglant. Donc, si on a envie de devenir meilleur en prise de décision, par exemple, lire le livre, c'est cool, mais au bout d'un moment, il faut juste prendre des décisions. Et donc, quel meilleur moyen que de se mettre 1 heure par jour où je prends des décisions et je les analyse et je demande les feedbacks d'un coach. Et c'est ce que je fais personnellement, parce que la prise de décision, c'est quelque chose de super important, on va le voir juste après. Mais je ne pourrais pas avoir cette progression en prise de décision uniquement en lisant des livres. Et le problème avec l'apprentissage, c'est que personne ne fait du deliberate practice. Vous êtes en train de lire des livres sur le mindset, mais comment est-ce que vous appliquez le mindset ? Il faut avoir une manière d'appliquer les changements de mindset que vous avez débloqués en lisant des livres sur le mindset. Tout le monde lit des livres de productivité, personne ne change son organisation personnelle. Tout le monde lit des livres sur le marketing, mais on comprend le concept, mais est-ce qu'on change réellement la manière dont on market nos produits ? Non, alors ça a servi à rien et on l'aura oublié. Donc systématiquement, quand on apprend, quand on se forme, il faut renforcer le lien entre le livre, la vidéo sur YouTube, la session de coaching avec un expert et l'application de ça dans notre vie réelle. Un autre problème qui vient souvent avec ça, c'est le problème de la passoire. Imaginez-vous une passoire qu'on remplit d'eau et qui continue à couler. Et on a beau remplir, et l'eau continue à couler. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour la plupart des gens qui essaient d'apprendre. Vous êtes en train de vous bourrer le crâne de vidéos sur YouTube, mais en fait, il y a tout qui coule. Ça reste un petit moment dans la passoire, voilà, dans votre cerveau, peut-être vous vous rappelez des vidéos que vous avez regardées avant-hier, et après, ça se barre. Donc, il faut avoir des techniques de mémorisation. Personnellement, j'ai pas encore eu le temps de me renseigner là-dessus, mais c'est un de mes gros focus pendant les prochains mois. Et ensuite, il faut avoir un process pour transformer les informations en apprentissage. Et moi, j'ai fait un process qui m'aide tellement, c'est ce process sur Google Sheet. On vous mettra le lien dans la description si vous voulez utiliser le truc. Je mets des 1 et des 0 si je fais mes habitudes. Et donc, moi, j'ai une habitude clé que je fais vraiment tous les mois de l'année, c'est je fais mon tracking. Et donc, je vais sur ce fichier tous les jours et je dis si oui ou non j'ai fait mes habitudes. Et donc ça me permet, quand je lis un livre intéressant et que j'ai envie d'appliquer une nouvelle habitude, de faire un changement dans ma vie, j'ai juste à venir sur mon petit fichier Google Sheet, je rajoute une petite colonne, je rajoute une petite habitude et bam, c'est fait. Je sais que si à partir de maintenant, je veux par exemple entraîner des techniques de mémorisation, j'ai une habitude. Est-ce que tu as entraîné ou pas ta technique de mémorisation aujourd'hui ? Je sais que vu que moi, j'essaie d'avoir un taux de complétion d'habitude qui est à 80-90%, je vais le faire en moyenne 80-90% du temps. Et donc, c'est bon. Je sais que les techniques de mémorisation, elles sont vraiment apprises. Et pas juste que c'est un truc sympa que j'ai lu dans un livre que je me dis, ah oui, je vais le faire ça la semaine prochaine, allez, on va mémoriser. Et après, je l'oublie. Il y a plein de gens où ça fonctionne comme ça. Plein de bonne volonté, mais au final, t'es une passoire. T'as lu des dizaines de livres, mais au final, t'es une passoire. Même chose pour les tâches. Donc là, je vous parle de mon process d'habitude, mais j'ai un process pour mes tâches. Moi, à chaque fois que je pense à un truc, en lisant un livre ou voilà, quand je suis dans le Uber, ah ouais, putain, pour mon business, il faudrait que je fasse ça. Clac, je crée une tâche dans mon truc, ça se met dans la to-do list, automatiquement, c'est dans ma semaine, et la tâche, elle se fait faire. Donc, à chaque fois que je me dis que je vais faire un truc, je le fais. Et ça, c'est une énorme différence avec la plupart des gens. La plupart des gens, ils se disent qu'ils vont faire un truc, et ils le font pas. La passoire, le lien entre décider de faire quelque chose et faire la chose est cassé. Et donc, on se retrouve dans une situation où on a plein de bonne volonté, on réalise plein de trucs, on apprend plein de trucs et ça passe à la trappe, ça passe à travers la passoire. Donc, créez des process pour votre organisation personnelle, vos to-do list pour être sûr que quand vous réalisez que vous devez faire un truc qui se fait vraiment faire et créez des process pour vos habitudes. Comme ça, quand vous décidez de changer un truc dans votre comportement change réellement.
Si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo sur comment on fait pour s'organiser sur tout ce qui est to-do list, etc. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur mon process d'habitude, mais c'est vrai qu'avoir un process de second brain, ça s'appelle, donc avoir un endroit où on note toutes les tâches, on les organise et on les traite de manière intelligente et on a une habitude justement de le faire, eh bien, c'est un truc qui permet de boucher cette passoire. Les personnes là qui étaient au mastermind, pour revenir à notre exemple, elles avaient compris qu'il fallait devenir une machine d'apprentissage. Et c'est des mecs qui n'étaient pas spécialement intelligents, mais ils étaient prêts à payer 25 000 balles, ce que je recommande pas forcément, hein, payer 25 000 balles pour un mastermind. Moi, je l'ai fait à l'époque, je l'ai plus trop refait depuis, là je recommence à le faire, mais bon, j'ai des sommes beaucoup plus importantes, donc en pourcentage de ma fortune, c'est pas très important. Je vous recommande pas, si vous avez 25 000 balles dans votre compte en banque, de payer 25 000 balles pour un mastermind. Ça peut être utile si c'est vraiment un mastermind très, très bien et que vous êtes quelqu'un qui gagne déjà beaucoup d'argent à travers votre business. Donc, c'est pas un exemple à reproduire. Mais même, ce que je veux dire, c'est que s'ils étaient prêts à dépenser 25 000 balles pour un mastermind, ces mecs-là, c'est que apprendre pour eux, c'était super important. Alors que les mecs d'Harvard, certes, ils étudiaient comme des bourrins, mais ils étudiaient comme des bourrins pas pour s'améliorer eux-mêmes. Ils étudiaient comme des bourrins pour avoir certaines notes et avoir une petite toge là d'étudiants super et puis un petit diplôme avec une signature d'un mec qui en a rien à foutre de votre vie et qui vous a demandé de payer 30 000 balles pour un semestre. Donc, le prix est le même, mais au final, les apprentissages sont complètement différents. Et donc, c'est des mecs qui étaient capables de passer des heures et des heures à apprendre, je sais pas, le fonctionnement de la macroéconomie ou d'une banque, et ils n'étaient pas capables de passer une demi-heure ou de dépenser 50 balles pour essayer d'améliorer leur vie personnelle. Donc, on a d'un côté des gens très intelligents et de l'autre côté des gens peut-être un peu moins intelligents, mais qui avaient compris qu'il fallait devenir une learning machine, qu'il fallait être obsédé par l'apprentissage. Et qui est-ce qui gagne? Ceux qui sont obsédés par l'apprentissage. Compétence numéro 2, que pas mal de gens ignorent, que personne entraîne, mais qui au final crée une énorme différence, c'est la qualité de prise de décision. J'ai de la chance parce que c'est un truc qu'intuitivement j'ai toujours essayé de mettre en avant. Je pense être quelqu'un de plus rationnel que la moyenne, parce que déjà je sais ce que le mot rationnel veut dire. Il y a très peu de personnes qui savent en réalité ce que veut dire le mot rationnel et il y a encore moins de personnes qui cherchent à être rationnel. Être rationnel, c'est prendre les bonnes décisions de manière logique sans se laisser influencer par les émotions temporaires et les biais de notre cerveau. Et vous avez juste à faire un débat avec n'importe qui pour voir à quel point l'humain n'a pas envie d'être rationnel. Quand vous partez dans un débat, votre seul et unique but, c'est d'avoir raison. C'est pas de chercher la vérité, c'est pas de préciser votre point de vue et ne pas mentir et être impartial dans votre discussion, c'est d'avoir raison. Et la plupart des gens vont utiliser plein de techniques manipulatrices, ne vont pas dire complètement la vérité, cacher des informations, être de mauvaise foi, juste parce qu'ils ont envie de gagner le débat. Le problème, c'est que du coup, ça nous empêche de voir la vérité. C'est grave quand on le fait avec quelqu'un d'autre, mais on utilise cette même manière de réfléchir quand on débat avec nous-mêmes. Quand il faut changer d'avis sur une croyance qu'on a déjà, on fait preuve d'autant de mauvaise foi que quand on débat avec un de nos potes. Quand il s'agit de prendre une décision qu'on n'a émotionnellement pas vraiment envie de prendre, de se séparer d'une personne qu'on aime, parce qu'au final elle apporte plus de négativité dans notre vie que de bonheur, par exemple, ou bien arrêter une habitude négative pour nous, dans ce genre de situation, on va faire preuve de mauvaise foi. On ne va pas essayer de réfléchir de manière non biaisée. Et personnellement, j'ai remarqué ce problème de mon cerveau assez jeune. Et donc, c'est un truc que j'ai toujours cherché à faire. Peut-être que vous regardez les débats qu'on a sur Sans Permission, le podcast qu'on a. Vous pouvez comparer la manière dont je débat, par exemple, avec la manière de débattre d'Oussama. Oussama débat de manière beaucoup plus virulente. Il va être plus convaincant que moi. Je pense qu'il gagne la plupart des débats d'un point de vue de l'opinion publique quand on débat ensemble. Et c'est le cas en partie parce que quand je débat, personnellement, mon but, c'est pas de gagner le débat. Mon but, c'est plus de chercher la vérité. Et donc, je vais pas dire « je suis sûr », même si je fais ces erreurs. Hein, je suis pas du tout parfait, mais je suis au moins dans la démarche d'essayer de m'améliorer. Je vais jamais essayer de dire « je suis sûr ». Je vais même souvent changer d'avis pendant mon débat. Je vais poser des questions à Oussama pour mieux comprendre son point de vue. Je vais dire « tu penses », etc. Je vais pas essayer de faire une liste de tous les arguments qui vont dans mon sens et juste attendre que l'autre personne qui est en train de parler en face de moi ait fini sa phrase pour redire un autre truc. J'essaye de changer d'avis au milieu du débat parce que je cherche la vérité. Je cherche pas à avoir raison, je cherche la vérité. Et ça, c'est quelque chose de super important. Quand on veut être rationnel, il faut chercher à prendre la meilleure décision et pas se laisser influencer par les biais. Et ça, c'est vraiment toute une démarche
qui va demander de passer outre certaines de ses émotions, son ego, sa fierté, la colère, la fatigue, la tristesse, le désir. Ça va demander d'être au courant de comment le cerveau fonctionne. Je pense par exemple au système 1, au système 2, qui ont été mis en avant dans le livre de Daniel Kahneman et qui décrivent les deux modes de pensée qu'on a, celui qui est plutôt intuitif, presque instantané, et celui qui est réfléchi et plus logique, on va dire. Il existe une ribambelle d'autres biais dont il va falloir se débarrasser. Si ça vous intéresse, je vous recommande le livre Decisive et je vous recommande aussi le livre Thinking in Bets qui parle de prise de décision. Et vraiment, si vous lisez ces deux livres et que vous appliquez ce qu'il y a dedans, vous êtes déjà dans le top 1% des meilleurs decision makers. Attention, il ne suffira pas de lire le livre, il faudra aussi vous entraîner à la prise de décision. Et donc, ensuite, quand vous comprendrez vos biais, vous comprendrez comment réfléchir quand on prend des décisions, vous allez mieux prendre des décisions. Donc, vous allez mieux prioriser, parce que prioriser, c'est prendre des décisions. Prioriser, c'est le fait de choisir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et donc, vous allez pouvoir savoir, OK, ça, cette activité, par exemple, je ne sais pas, aller à un événement networking, j'ai envie de le faire parce que je suis un mec qui aime le contact humain, mais au final, dans mon business, ça n'a presque aucun impact. Donc, je ne le fais pas. Ça, c'est qualité de prise de décision. À l'inverse, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est plutôt introverti et que vous devriez passer plus de temps à faire du networking et que vous ne le faites pas et vous allez vous en rendre compte parce que vous prenez bien les bonnes décisions. Vous allez poser le pour et le contre de vos décisions, la probabilité que ces décisions soient justes ou fausses. Vous allez identifier les biais que vous avez et essayer de les combattre. Et c'est comme ça que vous deviendrez un meilleur entrepreneur parce que si vous prenez les meilleures décisions, vous allez avoir les meilleurs résultats. Jeff Bezos en parle beaucoup dans ses livres. La qualité numéro 1 d'un entrepreneur, c'est réussir à prendre les bonnes décisions. Et je pense que l'extrême majorité des personnes qui regardent cette vidéo ne se sont jamais renseignés sur comment prendre de meilleures décisions, n'ont jamais entraîné la qualité de leur prise de décision et ne savaient même pas que c'était quelque chose d'important pour eux. Reprenons notre petit exemple là du mastermind. Les mecs qui étaient au mastermind, ils n'étaient pas méga smart, mais ils avaient pris la décision de lancer leur propre business et ils avaient réussi à faire des millions. Ils avaient osé passer par-dessus les peurs qu'ils avaient, donc surmonter certaines émotions de lancer un propre business. Ils avaient réussi à passer par-dessus les préjugés, de se dire « Ah, le business en ligne, c'est de l'arnaque », ce que beaucoup de gens pensent, et pensent même toujours, alors qu'il y a des millions de millionnaires qui se sont faits grâce au business en ligne. Et ils ont réussi à analyser toutes ces situations de manière plus rationnelle que les mecs qui étaient à Harvard et qui étaient obnubilés par le statut qu'un diplôme donne et l'idée que je sais pas, le prestige d'être consultant à McKinsey vs le fait de lancer un business en ligne. Après, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tous les mecs d'Harvard ont tort, ça dépend bien sûr de notre profil personnel, etc. Mais la réalité était que les mecs du mastermind avaient un QI, un brain power moins élevé que ceux d'Harvard, mais ils gagnaient beaucoup plus d'argent. Et ils vont même peut-être gagner beaucoup plus d'argent dans toute leur vie. Parce que un mec d'Harvard, certes, il gagne bien sa vie, mais il a besoin d'attendre au moins 35-40 ans avant de commencer à faire des millions, alors que ces mecs-là, ils les faisaient alors qu'ils avaient, pour certains, même pas 25 ans. Troisième chose que pas mal de personnes ignorent, mais qui permettent à des gens plus bêtes que vous de devenir millionnaires, c'est la capacité à résoudre des problèmes. La vie n'est qu'une succession de problèmes. Et s'il y a des choses qui vous frustrent, si vous stagnez dans votre vie, c'est parce qu'il y a certains problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre. Une bonne manière de juger la capacité de quelqu'un à progresser ou ce potentiel dans le business ou dans la vie en général, c'est de regarder année après année si ses problèmes changent ou s'il a toujours les mêmes. Si vous voyez un pote et qu'année après année, il se plaint des mêmes choses et qu'il a les mêmes problèmes, c'est parce qu'il a une capacité de résolution de problème qui est faible. Toute chose qui vous dérange actuellement, c'est un problème que vous n'avez pas résolu. Donc déjà, ça c'est un changement d'état d'esprit monstrueux. Parce qu'on arrête de se plaindre, on arrête de prendre tout comme une fatalité et on comprend que tout est juste un problème à résoudre. Il y a des problèmes très durs à résoudre, mais fondamentalement, toute chose qui nous arrive est un problème à résoudre. Et on développe des stratégies pour résoudre ces problèmes-là. Donc, première chose, ne pas s'arrêter et ne pas prendre quelque chose de négatif comme un fait, un mur qui ne se déplacera pas. Ça, c'est déjà une erreur que font énormément de personnes. Et deuxièmement, ensuite, c'est devenir bon pour résoudre tous les problèmes, et il y a une grande variété de problèmes. On pense souvent aux problèmes intellectuels. Ah oui, tu as une question dans un test, tu résous ce problème. Mais en réalité, la plupart des problèmes, ça ne demande pas juste un raisonnement intellectuel, ça demande d'essayer des trucs, de trouver des solutions, d'être inventif, créatif, etc. Et encore une fois, les gens qui sont intelligents à l'université
des fois, ils sont pas super bons en résolution de problèmes, en tout cas quand c'est pas sur un examen. Je vais donner un exemple personnel, je vais être un peu transparent. Personnellement, je m'auto-juge pas mal parce que depuis plus de 2 ans, j'ai le même problème. J'ai envie de lancer un business à 9 chiffres. J'ai envie de faire des centaines de millions avec mon business, c'est un challenge personnel, c'est un truc qui m'intéresse, etc. Et depuis 2 ans, je répète que je cherche une idée. Et en 2 ans, j'ai pas avancé. Pendant 2 ans, j'ai eu le même problème et j'ai pas avancé. Et c'est parce que je voyais pas ça comme un problème à résoudre. J'attendais que l'idée me tombe dessus. Et j'ai réalisé, il y a quelques semaines, que c'était un problème à résoudre. J'ai appliqué une méthode de résolution de problème. Et là, je pense très probablement que d'ici 1-2 mois, j'aurai mon idée, j'en ai déjà. Je suis déjà beaucoup plus sur la bonne voie que pendant les 2 dernières années. Donc, prenez tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Faites une liste. Dites-vous que c'est des problèmes. Et ensuite, vous les prenez un par un. Et vous réfléchissez. Comment je résous ce problème ? Et je vous promets, beaucoup plus de problèmes qu'on pense peuvent se résoudre. Et le business, c'est la même chose. Prenez tous les trucs qui vous retiennent dans le business comme des problèmes à résoudre. Ah, j'ai pas cette compétence. Je ne peux pas lancer de business en ligne parce que je ne sais pas faire de site internet. Ça, c'est dire que pas savoir créer un site internet, c'est une barrière. On passe en optique résolution de problème. Ah, je ne sais pas créer de site internet, je dois créer un site internet, problème. Ok, qu'est-ce que je peux faire ? Je trouve un mec qui sait faire un site internet, il le crée pour moi, résolution de problème, manière numéro 1. Manière numéro 2, j'apprends à faire un site internet. Manière numéro 3, je sais pas, je rachète un business qui a déjà un site internet. Manière numéro 4, je trouve un associé qui fait mon site internet. Manière numéro 5, en fait, je crée pas de site internet, je vends mes produits sans site internet, peut-être que c'est possible. Manière numéro 6, je vends mes produits en magasin physique. Manière numéro 7, je lance un autre business. Voilà. J'ai trouvé 7 manières de résoudre le problème. Et c'est à ça que vous devez devenir fort et trouver la meilleure manière. Et ensuite, vous passez au problème d'après, au problème d'après, au problème d'après. Et après avoir résolu quelques dizaines, quelques centaines de problèmes, je peux vous assurer qu'il y a de l'argent qui rentre dans votre compte en banque. 4e truc qui permet à des gens plus bêtes que vous de faire des millions, j'adore la trame de cette vidéo, c'est que ces personnes-là, elles n'ont pas la flemme. J'ai rencontré Tai Lopez il y a quelques semaines, qui est un entrepreneur américain qui a fait des centaines de millions. Il passe beaucoup de temps à analyser en fait les milliardaires, etc. Et il me disait, un des trucs qui différencie les milliardaires des millionnaires, c'est que les milliardaires, ils ont tous une maladie, entre guillemets, qui les rend ultra énergiques. Je ne sais plus le nom exactement, hypo quelque chose. Donc c'est un espèce d'état qui rend les personnes ultra énergiques. Et en fait, ça exemplifie à quel point les gens qui réussissent en partie parce qu'ils n'ont pas la flemme. La flemme, c'est le truc qui se met entre... Vous définissez que vous devez faire quelque chose et vous le faites. Quand vous savez que vous devez faire quelque chose mais que vous ne le faites pas, vous avez la flemme. Et donc, il faut supprimer cette flemme. Comment est-ce qu'on fait pour supprimer cette flemme ? Déjà, il faut comprendre d'où elle vient. La flemme, on peut simplement la définir par un manque de dopamine. C'est rien de plus, rien de moins. Et c'est super important de comprendre comment plus ou moins le cerveau fonctionne, ou en tout cas que le cerveau, c'est des neurones, c'est des molécules, des neurotransmetteurs, des neuromodulateurs, des hormones, etc. Et de simplement comprendre que si vous manque l'hormone, si vous manque le neuromodulateur de la motivation, ça va être difficile d'être motivé. Donc, les personnes qui ont la flemme, par défaut, c'est des personnes qui manquent de motivation, c'est des gens qui manquent de dopamine. Donc, une fois qu'on a réalisé cela, et qu'on sait que c'est un problème, on va le résoudre. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de la dopamine si on n'a pas de dopamine ? Et là, il y a des solutions qui arrivent. Et si vous suivez un petit peu la science, eh bien, vous réalisez que, par exemple, si vous avez trop de pics de dopamine ou trop de contrastes de dopamine, vous avez des activités qui sécrètent trop de dopamine de manière trop brutale, eh bien, vous n'avez plus de dopamine pour le reste des activités. Donc, si vous passez vos journées à jouer à des jeux vidéo, à être sur les réseaux sociaux, boire de l'alcool, fumer des joints, regarder du porno, eh bien, c'est normal que vous ayez la flemme. Vous avez utilisé toute la dopamine de votre cerveau pour faire ces activités qui ne sont pas productives. Si vous les supprimez de votre vie, vous aurez beaucoup plus de molécules de motivation à utiliser pour faire des choses qui vont vous amener plus proche de vos objectifs. Supprimer cette dopamine. Deuxième chose, créer une vision. Savoir pourquoi on fait les choses. Vous savez, quand vous regardez une vidéo, un film sur le business et que vous êtes motivé derrière, c'est parce que vous avez vu la vision de quelqu'un. Mais est-ce que vous avez votre propre vision ? Et si vous ne l'avez pas, il faut la créer. Des images, des mots. Qu'est-ce qu'on recherche à accomplir de manière précise ? Quelles émotions on veut déclencher ? Est-ce que c'est pour nous, pour nos proches ? Qu'est-ce qu'on a envie de pouvoir s'acheter ? Quelle liberté on a envie de pouvoir récolter ? Toutes ces choses-là, les rendre vivides. Ça va vous permettre d'être plus motivé.
Et ensuite, croire en cette vision. Se dire, je peux le faire. Et réaliser que c'est possible. Parce qu'avoir une vision, si on la pense impossible, c'est un vulgaire rêve. Mais si on sait comment y arriver et on est convaincu qu'on va le faire, c'est un plan d'action. Et typiquement, moi, lors de ce mastermind, j'ai réalisé que mes visions les plus folles étaient possibles. Parce que quand je voyais des mecs qui gagnaient des millions et des millions, qui étaient moins intelligents que moi, moins motivés que moi, moins dédiés au succès que moi, eh bien, j'ai réalisé que je pouvais faire plus ou moins tout ce que je voulais dans ma vie. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas fait ce lien-là. Ils pensent que les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont soit ultra chanceux, soit des gens qui sont ultra doués. La réalité est tout autre. Donc, toutes ces choses-là, elles vont vous permettre de résoudre la flemme. Et donc, d'avoir l'énergie mentale nécessaire pour faire chaque chose que vous définissez comme bien de faire. Dernier point qui faisait vraiment la différence entre les mecs les plus intelligents de ma génération, et qui est les gens qui étaient à Harvard, et certains des mecs les plus riches de ma génération, et qui est les mecs pas méga smart qui étaient au mastermind, c'est que je pense que les gars du mastermind avaient moins de croyances limitantes. Ce vieux mot de développement personnel qui veut tout et rien dire, mais qui est terriblement vrai. Une croyance limitante, c'est tout simplement une croyance, donc croyance qui vient du mot croire, un truc qu'on croit, tout bêtement. C'est un truc qu'on croit qui est limitant, donc un truc qu'on croit qui nous limite. Si par exemple, vous pensez que pour devenir riche, il faut être ultra intelligent, et que vous n'êtes pas ultra intelligent, est-ce que vous allez essayer de devenir riche ? Non. Si vous pensez que pour devenir riche, il faut être ultra chanceux, est-ce que vous allez essayer de devenir riche ? Bon, probablement pas. Si vous pensez que pour devenir riche, il faut voler les gens, est-ce que vous allez essayer de devenir riche ? À moins que vous soyez un gros connard, je ne pense pas. Et en fait, le problème, c'est que quand on est pauvre, il y a énormément de chances que nos parents nous aient laissé, nous aient transmis des croyances par rapport à l'argent qui sont assez limitantes. Parce que si nos parents ne sont pas riches, il y a probablement une raison. Et le problème, encore une fois, c'est que quand on est convaincu de quelque chose, c'est très difficile de se convaincre de l'inverse. Que quand on va entendre des gens dire l'inverse, on va se dire qu'ils ont tort. Et vous savez, cette partie qui se déclenche dans notre cerveau quand on fait un débat et qu'on ne veut pas avoir tort, eh bien, elle se déclenche aussi pour défendre nos croyances. Donc, probablement que quand vous voyez un mec, je ne sais pas, de 18 ans qui dit qu'il a fait 1 million en e-commerce, vous vous dites, c'est peut-être un mytho, lui. Peut-être que vous êtes même sûr que c'est un mytho. Personnellement, avant que je me lance dans le business en ligne, je pensais que c'était des mythos. Et puis après, j'ai fait moi-même des millions dans le business en ligne. Et puis j'ai vu des mecs qui avaient non pas 18, mais genre 15 ans faire des millions dans le business en ligne. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, oui, ok, c'est possible. C'est pas probable, c'est même très improbable, mais c'est possible. Il n'y a aucune loi de la nature qui définit que c'est impossible de faire des millions quand tu as 17 ans, par exemple. Ce serait une absurdité de penser que genre Dieu est venu ou genre les lois de la physique font que c'est pas possible. Non, c'est possible. C'est même probable qu'un petit nombre d'individus réussissent à le faire. Surtout quand il y a des business en ligne, etc. Mais pourtant, c'était une croyance que j'avais quand j'étais plus jeune, qui était que pour devenir riche, il fallait être vieux. Fallait avoir genre 35 ans. Et j'ai mis longtemps avant de comprendre que cette croyance, elle était fausse. Et du coup, ça m'a fortement ralenti. C'est pour ça qu'il va falloir faire de l'analyse de soi-même et de l'introspection. Et c'est tellement dur de faire ça. C'est tellement dur, surtout si on n'est pas accompagné. Moi, j'ai de la chance. J'ai des potes qui ont aussi très bien réussi dans le business, qui vont me forcer à réfléchir sur certains points. J'ai même un coach. J'ai l'habitude de travailler sur moi, etc. Donc, j'arrive à aller chercher ces croyances limitantes qui me limitent encore aujourd'hui. J'ai des croyances limitantes. Mais quand on part de zéro, qu'on est dans un environnement où il n'y a pas forcément de personnes ultra successful, ça va être très dur de remettre ces trucs en cause. Donc, essayez de réfléchir à quels sont les trucs que vous croyez qui vous empêchent de vous donner à 100% ou d'avoir vraiment 100% de chance de réussir. Et faites une liste de ces croyances-là et ensuite analysez-les en réfléchissant en principes premiers. Les principes premiers, en fait, c'est de repartir de la base. C'est un truc que Elon Musk recommande de faire. C'est de se dire, est-ce qu'il y a des lois de la physique qui prouvent que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a une raison fondamentale qui prouve que ce que je pense est vrai ? À quel point est-ce que je suis sûr que c'est vrai ? À combien est-ce que je parierais que cette croyance est vraie ? Et avec ce genre de questions, vous allez pouvoir remettre les choses en question. Prenons un exemple, la peur de l'échec. Une croyance limitante qui retient énormément de monde. On a tous entendu dans un interview d'entrepreneur. Ouais, moi, j'ai pas peur des échecs parce que j'ai compris que les échecs, en fait, c'était ce qui me permettait d'avancer. Et moi, j'appelle pas ça des échecs, j'appelle ça des apprentissages. Je me fous de ma gueule parce que je l'ai même probablement dit et je l'ai entendu tellement de fois. Et c'est vrai.
Mais le problème, c'est que cette phrase, on l'a tous entendue. Mais après, comment est-ce qu'on agit ? Peut-être que rationnellement, on a compris que oui, les échecs, c'était bien. Mais est-ce qu'on agit comme si on n'en avait rien à foutre de faire des échecs ? Je ne crois pas. On a, pour la plupart d'entre nous, une peur viscérale des échecs. En particulier, les mecs d'Harvard, c'est des mecs qui ont toujours été les premiers de classe, qui ont tout accompli dans leur vie. Ils ont ultra peur de l'échec. Même si c'est lancer un petit business en ligne sur le côté que personne ne va voir, ils se diront dans leur tête « Ah, j'ai échoué ». Et ça, c'est assez pour qu'ils ne dorment pas pendant des nuits et des nuits. Et la réalité, c'est que toutes les personnes qui lancent un business, ils ont perdu un petit peu d'argent en publicité ou bien ils ont perdu quelques mois à travailler sur le business et ça ne fonctionne pas, ils se sentent mal. Et c'est parce que dans notre éducation, dans notre vie, on a toujours été habitué à fuir l'échec. Et donc, c'est une croyance qu'on doit remettre en cause. On doit comprendre que dans notre société, on valorise les gens qui réussissent du premier coup. On valorise le talent, alors que c'est une énorme connerie. Ce qu'il faut valoriser dans notre société, c'est les gens qui travaillent, c'est les gens qui se relèvent. Et quand on arrête d'idolâtrer des gens qui sont talentueux et qu'on se met à idolâtrer des gens qui ne sont pas talentueux, mais qui ont travaillé comme des malades et qui ont su rebondir de leurs échecs, et qu'on ose parler de nos échecs en public, qu'on ose foirer en public, eh bien là, on aura débloqué un truc. Et ça demande du travail. Ça demande de travailler sur comment on réfléchit, sur comment on agit, sur les avis qu'on a, sur notre vision du monde. Et c'est extrêmement difficile. Une autre croyance limitante très courante, c'est quand on a trop confiance en nous ou pas assez confiance en nous. Si on a trop confiance en nous, on n'apprendra jamais. On pense qu'on est meilleur que tout le monde, qu'on a tout compris. Et donc, on ne pourra jamais faire les apprentissages nécessaires pour mieux réussir. À l'inverse, si on n'a pas assez confiance en nous, on ne va jamais tenter. On ne va jamais tenter de lancer un business. Attends, on a tout foiré toute notre vie, pourquoi ça fonctionnerait ? Et là, à nouveau, étudions ces croyances. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en nous ? D'où ça vient ? Est-ce qu'il y a une loi de la nature qui dit qu'on ne peut pas réussir ? Et il va falloir aller travailler là-dessus et comprendre où sont nos biais de raisonnement et réussir à augmenter notre confiance en nous. Même chose, si on a confiance en nous beaucoup trop, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on est meilleur que tout le monde ? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on a toujours raison ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont quand même un petit peu plus raison que nous ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont quand même un petit peu plus intelligents que nous ? Et si on écoutait leurs conseils, est-ce que ce ne serait pas légèrement mieux ? Est-ce qu'on ne s'est pas déjà trompé par le passé ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont plus jeunes que nous, qui ont mieux réussi que nous ? Toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y a une loi de la nature qui dit qu'on est le meilleur au monde ? Et donc remettre en question un petit peu notre confiance trop élevée. Par rapport à la confiance en moi j'ai fait les deux extrêmes. Quand j'étais ado, j'avais trop confiance en moi, j'avais la grosse tête. Je suis ensuite passé du mec qui a trop la grosse tête, quand j'ai foiré mes trucs dans le foot, etc., j'étais un peu perdu, au mec qui avait plus du tout confiance en lui. Et aujourd'hui, la croyance que j'essaie de développer, c'est d'être quelqu'un qui a ultra confiance en moi. Mais pas parce que je suis meilleur que tout le monde. J'ai ultra confiance en moi parce que je m'améliore plus que tout le monde. Je suis prêt à admettre mes erreurs plus que les autres. Je suis prêt à travailler sur mes défauts plus que les autres. Je suis prêt à compenser mon manque de talent sur certains points par du travail. Et c'est uniquement parce que je travaille, parce que je fais les choses difficiles, parce que je me remets en question, que j'ai énormément de potentiel. Ma confiance en moi, elle est liée à ma capacité à apprendre, à ma capacité à résoudre des problèmes, à ma capacité à prendre de bonnes décisions, à ma capacité à changer mes croyances limitantes. Et je sais que tant que je le fais, je vais réussir. Mais le moment où j'arrête, il n'y a aucune raison que je réussisse. Et arriver à ce niveau de réflexion sur ma croyance limitante, ça m'a demandé plusieurs années. Donc les amis, honnêtement, si suite à cette vidéo, pour le reste de votre vie, vous vous concentrez sur optimiser le fait de bien apprendre, le fait de prendre des bonnes décisions, le fait de résoudre des problèmes, le fait de ne pas avoir la flemme et le fait d'avoir les bonnes croyances, et que vous n'apprenez rien d'autre, vous allez tout exploser. Pas besoin de savoir faire un dunk avec un 360. Concentrez-vous sur les bases. Et ça, c'est les bases. Et les bases, ça se travaille quand on est jeune, quand on est vieux. Ça se travaille toute notre vie. On n'a jamais fini de les améliorer. Et si, et seulement si, vous les travaillez réellement et vous persévérez là-dedans, vous rattraperez les gens plus cons que vous qui font des millions. Et vous ferez même, peut-être, beaucoup plus d'argent. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît plus. On verra de toute façon le nombre de vues que ça fait. Moi, je m'habitue à l'audience. Je pense que la meilleure manière de voter, c'est avec le nombre de vues. Si cette vidéo fait plus de vues, j'en ferai plus. Si elle en fait peu, j'en ferai moins. Adviendra ce qui pourra. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéo et de continuer à apprendre avec vous. C'était Yomi. Allez, ciao.